Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle fois le docteur Aurore Fellman, chef de clinique en urogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève. Avec Océane, elles vont discuter des conséquences de la grossesse et de l'accouchement sur le plancher pelvien. Bonjour Aurore, on est ravis de te recevoir à nouveau sur notre chaîne. Bonjour. Aujourd'hui, si tu es d'accord, on souhaitait discuter un petit peu plancher pelvien pendant la grossesse et aussi l'accouchement. On voulait commencer à te demander quelles sont les conséquences de la grossesse et de l'accouchement sur le plancher pelvien et sur sa fonction. Tout d'abord, pendant la grossesse, il va y avoir certaines modifications anatomiques, on dit réversibles, qui vont être dues par la pression abdominale par l'utérus gravidique. Il y a également une influence hormonale avec la relaxine, la progestérone, et tout ça, ça va diminuer le support pelvien, la force musculaire et la fonction sphinctérienne. Les conséquences seront du coup une descente du col vésical avec une augmentation de la mobilité, une augmentation du prolapsus génital, une diminution de la résistance urétrale, de la contractilité du plancher pelvien et ce qui va expliquer pourquoi il y a de l'incontinence urinaire qui arrive pendant la grossesse. Parce qu'il faut savoir que finalement, dans les incontinences urinaires postpartum, plus de 90% d'entre elles, ou 90% d'entre elles, sont déjà présentes pendant la grossesse. Il y a également, après, des atteintes qu'on peut dire objectivables, donc celles qu'on va pouvoir mettre en évidence au postpartum. Par exemple, les avulsions du plancher pelvien, des releveurs de l'anus, ou bien des lésions obstétricales du sphincter, ou des lésions occultes du sphincter qu'on va pouvoir identifier par la suite et qui vont forcément avoir des conséquences à long terme. Après, il faut savoir que la récupération, elle va prendre quand même un certain temps parce qu'il faut la récupération musculaire et nerveuse. On parle de quel délai à peu près ? Alors, on se rend compte que finalement, le temps des 6 semaines postpartum pour l'involution utérine, c'est pas du tout la même chose pour les muscles du plancher pelvien. Là, il faut s'attendre jusqu'à 1 année. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les avulsions des releveurs de l'anus en termes de prévalence Déjà, comment on fait le diagnostic ? Donc, il faut savoir que les releveurs de l'anus, c'est les muscles, les puboviscéraux, le puborectal et l'iliococcygien qui ferment le bassin et qui permettent en fait de supporter les organes pelviens. Et les premières descriptions qu'il y avait eu d'une avulsion des releveurs, ça date de 55 avec la première publication. Puis après, c'est devenu beaucoup plus populaire, notamment avec les descriptions échographiques par l'équipe de Dietz en Australie, qui fait l'échographie pour la mettre en évidence. Puis on peut également la voir dans les lésions périnéales au postpartum et par palpation. Donc, par palpation, vous allez sentir, en fait, en faisant contracter la patiente, qu'il y a un décrochage de l'insertion du releveur de l'anus au niveau du pubis. Ça fait comme un espace plus grand entre l'urètre et l'insertion qui va être de plus de 3 cm, 3 cm et demi. Et la prévalence, du coup, de l'avulsion des releveurs ? Alors, ça dépend du type d'accouchement. Donc, on dit, en général, on est à 15 à 30%. Mais ça dépend aussi du type d'accouchement. Alors, dans les césariennes, c'est moins de 1% qui est décrit. Un accouchement vaginal spontané, on est plutôt à 15%. Pour les ventouses, à 20%. Et puis alors là, spatule, forceps, on arrive jusqu'à 50%. Et c'est marrant, mais on voit plus souvent ça à droite qu'à gauche. Et j'ai aucune explication à vous donner pour cette observation. Okay. Et puis en plus, si on a une lésion du sphincter anal, on se rend compte qu'il y a plus d'avulsion. En plus, c'est quoi les conséquences ? Les conséquences, c'est que le fait d'avoir une avulsion des releveurs, ça augmente le risque de prolapsus génital et ça augmente le risque de récidive une fois qu'elles ont été opérées. Par contre, ça n'a pas d'importance par rapport à l'incontinence urinaire des forces pour une méta-analyse de cette étude avec 2400 patientes, alors c'est pas énorme. Et puis, pour les incontinences anales, l'avulsion seule ne va pas avoir un facteur d'incontinence anale. Par contre, quand il est associé avec une lésion du sphincter anal, ça augmente le risque d'incontinence anale. Et en plus, on sait que quand il y a une lésion du sphincter anal, il y a plus d'avulsion des releveurs. Donc, du coup, si on suspecte une avulsion à l'examen clinique, est-ce qu'il y a des symptômes déjà qui peuvent nous orienter vers la recherche de l'avulsion à l'examen périnéal ? Alors, il y a la palpation, comme je l'avais décrit tout à l'heure. Dans les symptômes, probablement une impression de béance vulvaire plus importante. Par la patiente. Par la patiente. Une sensation de boule vaginale, probablement. Et puis, c'est l'échographie vraiment qui va nous aider à faire le diagnostic avec c'est une tomographie au niveau de la symphyse pubienne où on voit l'espace, en fait, entre l'insertion du releveur
et le centre du méa urétral. Qui est augmenté, du coup. Qui est augmenté, ouais. Ça doit faire plus que 2,5 cm pour les patientes caucasiennes. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que 20 à 60% de ces avulsions, il y avait une récupération à 1 année. Alors, la question, c'était pourquoi certaines récupèrent et d'autres pas. Et en fait, probablement qu'il y a 2 types d'avulsions. Il y a des avulsions dites partielles, c'est-à-dire qu'il va quand même rester quelques fibres et donc, le muscle peut se réaccrocher d'une certaine manière, reprendre encore de sa fonction. Mais quand il est complètement décroché, voilà, il est complètement décroché, il ne va pas se remettre. Et donc, c'est ce qu'ils appellent un peu des avulsions de type 1 ou de type 2, avec le type 1 qui est où il y a persistance de quelques fibres et donc récupération. Et les types 2, c'est un décrochage complet, donc pas de récupération. Et après, par rapport à un traitement, donc là, on se rend compte que la physiothérapie ou simplement la récupération spontanée fait qu'on récupère. Et puis, il y a certaines équipes qui ont discuté des prises en charge chirurgicales. Alors, l'équipe au HUG de proctologie, dans les cas d'incontinence anale avec lésion du sphincter, ils avaient associé aussi de la physiothérapie. Eux, ils vont réaccrocher le releveur au maxon de 0 et ils avaient l'air d'avoir des bons résultats sur la fonction anorectale. Ils le faisaient à quel délai postpartum ? C'était pas forcément des patientes postpartum, c'était des patientes avec simplement une lésion sphinctérienne et une avulsion. Et du coup, en cas de chirurgie, ils considéraient une meilleure récupération qu'avec la physio seule ? C'était associé. Ils ne sont pas comparés. Ouais. Du coup, une question qu'on se pose souvent quand on discute plancher pelvien et grossesse, concernant l'activité physique, est-ce qu'il y a des consignes particulières et des moyens de réduire un petit peu le risque de conséquences sur le plancher pelvien a posteriori ? En fait, on a souvent tendance à dire pendant la grossesse de limiter l'activité physique. Alors oui, il faut éviter celle qui peut avoir des risques de chute ou de trauma au niveau abdominal, mais le sport, ça reste, ou disons plutôt l'activité physique, offre plein d'avantages pendant la grossesse. Alors bien sûr, sur le diabète gestationnel, sur l'hypertension, mais également, on s'est rendu compte que ça réduit le risque d'incontinence urinaire. Et puis, qu'est-ce que c'est qui a été étudié ? C'est une limitation, on dit, à 7 mètres, qui serait l'équivalent d'un petit jogging. Et on le suggère de le faire 150 à 180 minutes par semaine. Et pour ça, la HAS avait émis des recommandations en 2019. Et puis en même temps, je vous invite à aller voir ce papier parce qu'il y a également les contre-indications avec les facteurs de risque de grossesse qui empêcheraient de faire une activité physique si vous voulez vraiment donner un conseil complet aux patientes par rapport à l'activité physique et à la grossesse. Mais en tout cas, globalement, tant qu'il n'y a pas de risque de chute ou de traumatisme, ça vaut quand même la peine de garder un minimum d'activité physique. Et du coup, en termes de, par exemple, musculation avec port de charge, enfin des poids, est-ce que tu penses qu'il faut se limiter, rester sur une idée de comme avant la grossesse, au maximum 10 kilos ? Alors, je ne crois pas avoir lu de recommandations exactes à ce niveau-là. Maintenant, il faut toujours contracter sa ceinture abdominopelvienne avec la contraction des transverses vont aussi faire soutenir le plancher pelvien. Et ça, on devrait le faire quand on tousse, quand on porte des charges lourdes hors grossesse et pendant la grossesse. Et concernant le postpartum, qu'est-ce que tu donnes comme consigne pour l'activité physique ? Alors, globalement, il y a eu quelques rares études qui ont essayé d'étudier la reprise du postpartum. Est-ce qu'il faut attendre les 6 semaines ou pas ? Donc, il y avait une étude qui avait montré à partir de 2-3 semaines, ils avaient pris des patientes puis ils leur avaient mis un boîtier un accéléromètre qui permettait de voir l'activité physique. En fait, les patientes qui avaient fait une activité modérée à vigoureuse, selon leurs critères, pendant 45 minutes à 90 minutes par semaine, ils avaient plus de prolapsus à l'examen clinique. Par contre, ils avaient moins de symptômes gênants du plancher pelvien. Sinon, ils en avaient d'autres où ils avaient pris avant 6 semaines ou après 6 semaines. Ils avaient regardé à 1 année s'il y avait des plaintes au niveau du plancher pelvien ou même mesurer la force des muscles. Et en fait, il n'y a pas de différence. Donc finalement, on pourrait reprendre l'activité physique assez rapidement en fonction, bien sûr, de l'état physique avant la grossesse et puis des types d'accouchements et des complications qu'il y a eu et des comorbidités. Après, la HAS avait recommandé d'attendre plutôt 6 semaines après un accouchement vaginal et 8 à 10 semaines après une césarienne. Et bien sûr, quand on parle d'activité physique, marcher, on marche tout de suite rapidement après en postpartum immédiat. Maintenant, le jogging, ça vaut la peine quand même d'attendre d'avoir une évaluation et d'avoir commencé un minimum les exercices du plancher pelvien pour apprendre en fait à contracter en même temps que on va solliciter son plancher pelvien.
De manière générale, est-ce qu'on a l'impression que les patientes sont plutôt bien informées sur les problématiques du plancher pelvien? Alors non, en fait, si on regarde, bon, déjà, la première question, c'est est-ce que les professionnels de la santé sont aussi renseignés par rapport au plancher pelvien? Alors, je vois par rapport aux gynécologues. En tout cas, nous, ça reste malheureusement pas une priorité quand on fait notre formation de gynécologique obstétricien. Et donc, on donne peu d'informations finalement aux patientes pendant la grossesse, au postpartum, avant la grossesse sur le plancher pelvien, par manque de temps et peut-être aussi par manque de connaissances. Donc, forcément, les patientes, et ça, il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis, on voyait qu'il y a un manque de connaissances qui est vraiment assez important. Chez les gynécologues ou chez les patientes. Spécifiquement, chez les patientes. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ce serait intéressant d'offrir une intervention éducative. Alors, il y a certains pays qui le proposent. Je pense à la Suède qui a carrément développé une application avec l'université. Et eux, en plus, ils ont étudié que les personnes qui s'étaient connectées, il y avait une réduction jusqu'à 50 à 70% de l'incontinence urinaire en péripartum et en postpartum. Encourageant. Après, il y a aussi l'Angleterre qui propose qui sont sur leur site internet de la NHS, de la RCOG, qui permet aussi d'avoir de l'information à destination des patients. Parfait. Comme ça donne des sources à explorer à nos auditeurs. Mais écoute, merci beaucoup pour cet épisode hyper intéressant et à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.